Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire portant sur un retour d'expérience d'une migration data qu'on a réalisé pour la société Bank. Je m'appelle Alexandre Joncourt, je suis directeur commercial pour Telio. Donc, mon job, c'est de développer les activités de Telio dans le sud-ouest et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Je suis accompagné de François Lenouvel, qui est responsable stratégie et projet data. Bonjour François. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Et je suis également accompagné de Pauline Tréguer, qui est Tech Lead Data chez Telio. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Donc ils ont tous deux participé, activement œuvré sur ce programme de migration. Donc c'est un programme de migration assez complexe qui s'inscrit dans un autre programme stratégique de Bank qu'on va vous présenter prochainement et qui est venu impacter fortement le SI, donc avec toute sa complexité. Donc on va pouvoir détailler l'ensemble de ce sujet. Et donc c'est une présentation qui va durer à peu près 30 minutes. On va se décomposer en deux grandes parties. La présentation qui durera 25 minutes où on va voir quel était le contexte et les enjeux de ce programme Bloom, donc le grand programme de transformation. Et on rentrera dans le détail du projet de migration data pour comprendre comment ça a été organisé, quels étaient les enjeux, les défis, les décisions, la méthodologie, et puis également les opportunités stratégiques que l'équipe a pu saisir pour apporter un supplément de valeur lors de ce programme de transformation. Et puis on conclura. Et on se laissera 5 minutes à la fin du webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et donc, si vous avez des questions pendant l'échange, n'hésitez pas à les saisir dans le chat prévu à cet effet. Donc, il y a un petit bouton Q et R en haut à gauche de votre écran et vous pouvez saisir l'ensemble des questions qui vous viennent. Et on se gardera un moment à la fin pour y venir. Mais pour démarrer et avant de laisser la parole à François, ce que je vous propose, c'est de prendre une minute, pas plus, pour introduire Telio que je représente aujourd'hui avec Pauline. Donc Telio, c'est un cabinet de conseil spécialisé sur la data et l'intelligence artificielle. Cabinet bordelais. Et puis au fil de l'eau, on s'est déployé sur la moitié sud de la France. Donc aujourd'hui, on est présent à Bordeaux, sur Lyon, sur Clermont-Ferrand, sur Toulouse et sur Aix également. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'on existe et notre proposition de valeur couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la data. Donc en amont sur les volets plutôt data stratégie, intelligence artificielle, en passant par tout ce qui est lié à la data gouvernance et au data management. Et puis évidemment, on a une grosse activité autour de l'intégration de solutions, donc beaucoup de plateformes data, de plateformes IA, et évidemment des activités qui tournent autour du data engineering, du data analytics, et puis une offre évidemment assez costaud sur le volet intelligence artificielle. Donc une centaine de collaborateurs, tous de haut niveau évidemment, avec beaucoup de certifications. Et sur Bordeaux, ça fait une quinzaine d'années qu'on existe, donc on a travaillé avec beaucoup d'entreprises, principalement des grands comptes et des ETI. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on travaille avec le FLOA, avec qui on a noué un partenariat. Et enfin, il y a un an ou deux, on a été retenu par FLOA pour les accompagner dans ce programme de migration data. Donc on a monté une équipe pour eux. Et c'est un peu l'objet de ce retour d'expérience, de vous partager comment ça s'est déroulé et les enseignements qu'on peut en tirer. François, je te laisse prendre la main. Merci Alexandre. Je vais démarrer avec une petite présentation de Floa, pareil, très rapide, mais qui va vous permettre de mieux comprendre le contexte aussi du programme. Floa, c'est la fintech du groupe BNP Paribas. Finalement, l'objectif de ce programme Bloom dont on va parler, en faisant un petit focus sur la migration data, ça a été de nous permettre d'intégrer pleinement ce monde BNP Paribas. Aujourd'hui, on est l'acteur numéro 1 du marché du Buy Now Pay Later en France. On est basé à Bordeaux, ce qui fait qu'on est proche du centre historique de Telio. On est 500 collaborateurs répartis entre Bordeaux et Choret, à côté de Niort. On a une croissance importante sur l'ensemble de nos produits et sur l'ensemble des territoires sur lesquels on exerce. On travaille aujourd'hui dans 7 pays en Europe. On a pour ambition de devenir le leader européen des solutions de paiement d'ici 5 ans.
Et on a 4 millions de clients aujourd'hui, tous pays confondus, ce qui sous-entend qu'on a, vous en doutez, beaucoup de contrats, beaucoup de données, et donc plein de petites choses pour alimenter nos différents flux data. Rapide focus aussi sur ce qu'on propose comme produit. Alors finalement, je ne vais pas les détailler. Ce qui est intéressant peut-être pour vous aujourd'hui, et pour mieux comprendre le contexte de ce programme, c'est que d'abord, vous constatez qu'il y en a beaucoup. On a plein de produits, on en crée de nouveaux de façon très régulière. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a principalement deux métiers. En haut, vous allez voir avec les petites fleurs devant, plutôt des solutions de paiement type BNPL, en plusieurs fois, en arbitrage ou des mini-prêts. C'est ce qu'on appelle nous Flow Pay. Vous verrez, on en parlera après. Pauline notamment vous en parlera. Et en dessous, on a des, produits, des métiers plus traditionnels du crédit à la consommation, avec des cartes de crédit et des crédits conso, qu'on appelle plutôt Flow à banque. Donc on s'appuie vraiment sur ces deux piliers pour nos clients et pour nos marchands. Aussi bien des solutions de paiement que des crédits conso plus classiques. Maintenant, je vais vous présenter un peu le contexte et l'enjeu du programme. L'idée, là, c'est de vous présenter nous, on se situe à niveau data au moment du lancement du programme Bloom et les informations qu'on a eues au lancement, et du coup, comment ça a drivé nos choix d'organisation. Côté data chez Floa, je vais vous donner quelques chiffres, hein. On est 40 personnes, on est une boîte de 500, c'est pas négligeable. On est découpé en 4 équipes, une équipe projet et 3 équipes plutôt silotées par des savoir-faire data, type data science, data analytics, data engineer. Nos équipes, elles reçoivent environ 1600 demandes par an de nos utilisateurs, donc c'est massif et on peut d'ores et déjà se douter que ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un programme de migration. On a 500 usages en prod, ça va aussi bien de reporting que d'extraction de flux de production classiques, vous les connaissez. Et on a un data warehouse au moment du démarrage du programme qui est encore en construction, qui ne couvre pas l'ensemble des produits que je vous ai présentés auparavant. Vous voyez aussi à gauche la plateforme qu'on a. Pour le coup, on a une plateforme, une cloud data platform qui est assez classique, hein, avec à gauche l'ensemble des SI avec lesquels on s'interconnecte, des flux qui permettent d'alimenter une guerre de triage sur un blob Azure, un data cloud Snowflake avec différentes couches de stockage de la donnée, et sur votre droite, des usages qui vont aussi bien de la data science avec Dataiku, avec de la BI avec Tableau, et aussi tous les usages classiques que vous connaissez, un type flux de données sortant, calcul d'indicateurs et KPI à la volée. L'ensemble de cette plateforme, elle est gouvernée, cataloguée via un outil qui s'appelle Data Galaxy, et tout ça est encapsulé dans un cloud Azure. Ça, c'est la vision de la data au lancement du programme Bloom. Première information qu'on reçoit au lancement du programme, c'est que déjà, vous voyez à gauche le SI tel qu'il était au lancement et à droite tel qu'on veut qu'il soit demain. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'est pas là pour ça. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs en commun. 80% du SI va être impacté. Ça veut dire quoi concrètement? C'est pas qu'une migration technique. Ça va impacter l'ensemble des workflows de l'entreprise, des habitudes, des données, bien sûr, mais pas que. Donc, tout va changer. L'autre chose qu'on voit, c'est une première vision planning qui nous est soumise au lancement. 18 mois pour refaire complètement la boutique de fond en comble, sans qu'il de rupture pour nos clients, pour nos marchands. Euh, c'est une ambition majeure. Ce qu'on peut se dire, c'est d'ores et déjà, ça va être tendu. Il va falloir se mettre dans un mode de fonctionnement qui soit très agile, très réactif, pour pouvoir, finalement, pour faire en sorte que la data soit un accélérateur et surtout pas un frein à ce planning ambitieux. On nous communique aussi au lancement du programme une gouvernance qui est adaptée à un programme d'envergure qui en fait change toute une entreprise. Donc vous avez besoin que tout le monde se parle, que tout le monde se synchronise. Il y a un travail de PMO, comme on dit, au niveau projet qui est majeur. Ça veut dire qu'il y a énormément d'instances, énormément besoin de remonter des informations. On peut d'ores et déjà se dire, quand on voit ça, que ça va être extrêmement chronophage et que potentiellement, et le risque que moi j'y vois, c'est que les équipes passent plus de temps à remonter des KPI d'avancement que finalement à avancer. Donc finalement, si je dois résumer un peu ces informations-là, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas au moment du lancement d'un programme de migration data. Ce qu'on maîtrise, c'est que sur FlowAppel, donc les produits que vous avez présentés, on sait que notre dataware, il est sec, il fonctionne bien. Donc on est assez serein sur cette partie-là. Évidemment, on sait ce qu'on a à migrer, on connaît nos usages, on connaît nos flux, on connaît les priorités du business, on sait dans quel ordre ils vont vouloir qu'on migre les différents usages. On connaît aussi les priorités de l'IT, puisqu'on va vraiment dépendre de leur avancement tout au long de la migration. Hein. À chaque fois qu'ils vont délivrer un nouveau SI, on va pouvoir se brancher dessus.
Et on a une proximité avec le métier historique qui fait qu'on peut mieux comprendre leurs inquiétudes, mieux anticiper aussi les questions et les dégradations éventuelles de services. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est sur la partie flow à banque, au moment du lancement du programme, notre data warehouse, il n'est pas sec. On a clairement des trous dans la raquette et des données qui ne sont pas encore bien rangées. On ne connaît pas encore les SEC. Je vous ai montré une slide où vous voyez toutes les couleurs changer entre la gauche et la droite. La vérité, c'est qu'au lancement du programme, on ne sait même pas encore exactement où vont aller les différentes fonctionnalités qu'aujourd'hui on exerce chez Floa. On ne maîtrise pas les jalons IT, on sait dans quelle ordre ils vont faire les choses, mais leur capacité à tenir ces jalons, clairement, on ne la maîtrise pas. Et on peut se douter à la vue du planning ce sera extrêmement difficile à tenir. On ne connaît pas les nouvelles sources de données, évidemment. Et donc, avec tous ces inconnus, c'est difficile d'évaluer les impacts des modifications que le programme va porter. La conclusion de tout ça, c'est comment on s'organise. Ce qu'on peut déjà dire, c'est OK, 1600 demandes par an, ça ne s'arrêtera pas. Le programme, il dure 1 an et demi, ça va être plus long. Il va falloir anticiper, faire du double run et itérer un maximum parce que sinon, les ruptures et des frises éventuelles sont inenvisageables. Une équipe externe dédiée à 100%, je vous l'ai dit, on a énormément de demandes. Si on n'a pas une équipe dédiée, on ne va pas pouvoir finalement se concentrer sur ce sujet-là et aussi gagner en expertise. On le voit souvent sur les migrations, il y a une inertie. Au début, on pédale un peu dans la semoule et après, l'équipe se spécialise et finalement délivre mieux. On va proposer de fonctionner en engagement de moyens. On sait que souvent les clients, ils aiment bien fonctionner en engagement de résultats. À l'aune de ce qu'on ne maîtrise pas, ce ne serait pas envisageable de partir en mode forfait. Donc, on est en phase pour partir en engagement de moyens. Avec une approche agile, qu'est-ce qu'on entend par agile? Parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé. C'est finalement d'être un peu motocross. Si j'ai pas tous les entrants, c'est pas grave, j'en ai quand même, j'avance à l'aune de ce que j'ai. Et si il va falloir refaire, défaire, parce que les choses ont changé, on le fait, on défait et on refait avec un état d'esprit qui doit être toujours proactif, positif, dans le fait de se dire, OK, c'est fastidieux, mais on avance. Je vous ai montré aussi une gouvernance qui était massive. Là, l'idée, ça va être de protéger l'équipe de dev, l'équipe qui va vraiment migrer les flux opérationnellement pour mettre un point d'entrée unique pour la direction de programme. Et ce sera son travail de centraliser tous ces indicateurs et finalement de soulager les équipes par rapport à ça. Ce qu'on peut aussi se dire, c'est le programme va durer longtemps, on va forcément devoir changer beaucoup de choses. Potentiellement, on va identifier des opportunités aussi à traiter en plus de la migration classique qui consiste à juste conserver les fonctionnalités qu'on propose à date. Je vais laisser maintenant la parole à Pauline qui va un peu vous détailler justement comment on s'est organisé pour gérer le programme de migration. Oui, en effet, du coup, pour répondre à tous les enjeux dont vous a parlé François, on a mis en place ce dispositif-là. Donc l'idée était d'avoir une équipe Telio qui allait être pilotée par l'équipe de chefs de projet interne Floa. L'équipe de chefs de projet était constituée de 3 chefs de projet, chacun avec sa spécialité. Donc un chef de projet qui était plutôt sur la partie technique data, sur la plateforme data, et les 2 autres chefs de projet qui étaient plutôt sur la partie fonctionnelle de Floa. Donc un plutôt sur la partie Floa Pay et l'autre plutôt sur la partie Floa Bank. Dans l'équipe Telio, l'idée était d'avoir un dispositif qui allait être modulable et dont la taille allait pouvoir s'adapter tout au long du projet et tout au long des différentes étapes du projet. Donc déjà avec la première étape, donc la phase de cadrage, qui permettait d'identifier tous les sujets dont on allait devoir traiter et surtout qui permettait de mettre en place toutes les instances et tous les supports qui allaient nous suivre tout au long du projet. Ensuite, la phase de réalisation, où on a migré les flux du dataware et ensuite migré les usages. C'est pendant cette phase-là qu'on a pu monter en puissance en termes de capacité pour répondre au mieux aux besoins et aux demandes de plus en plus importantes de Floa et de la migration. Et enfin, la bascule a eu lieu du coup fin octobre de cette année. Et aujourd'hui, on est en post-bascule, donc on gère toutes les nouvelles demandes d'évolution qui viennent un peu dans tous les sens, mais également on redresse la dette technique qui a pu être identifiée lors de la phase de réalisation. Donc ça, c'est le dispositif qui a été mis en place. Et surtout, quand on est arrivé dans le projet, la première étape, elle a été d'identifier ce qu'on allait devoir faire, quel sujet on allait devoir traiter. Donc dans un premier temps, on a fait un état des lieux des dataware existants. Donc
François vous en a parlé. À Floa, il y a 2 typologies de produits, FloaP et FloaBank, et ça se retrouve au niveau des dataware de Floa. Donc nous, on a fait un état des lieux par dataware. Tout d'abord, le dataware FloaP, qui était plutôt propre, plutôt mature, où les données des usages étaient bien utilisaient bien le dataware qui était bien construit. Donc, sur cette partie-là, on devrait migrer les flux du dataware dans un premier temps, puis adapter les usages pour qu'ils utilisent ce nouveau dataware. Et la partie dataware FloaBank, elle, était à construire. Les usages utilisaient principalement directement l'ODS. Donc, il allait falloir finaliser le dataware en finalisant de le modéliser, puis migrer les alimentations du dataware existant qui était plutôt petit, et ensuite migrer les usages sur ce dataware-là qu'on allait créer. Donc, on a l'état des lieux de ce qu'on devait faire au niveau du dataware, et maintenant, on a réfléchi à comment on allait le faire. Pour ce faire, on a utilisé la méthodologie du figuier étrangleur. Donc, c'est une méthodologie qui existe. Vous pourrez voir de votre côté après si ça vous intéresse, mais c'est surtout une méthodologie qui est très visuelle et très compréhensible. Donc, le figuier étrangleur, c'est quoi? C'est un arbre parasite qui vient s'enrouler autour d'un arbre déjà existant pour ensuite prendre sa place. C'est-à-dire qu'à la fin, l'arbre du figuier étrangleur ressemble plus ou moins à l'arbre qui existait au début, mais est quand même très différent et a ses spécificités. Techniquement, ça se traduit dans le projet à lorsque les 2 arbres cohabitent, c'est plutôt la phase de double run qui a duré pendant quand même 1 an et demi sur ce projet, où les 2 systèmes sources, l'ancien et le nouveau, fonctionnent en parallèle. Et techniquement, ça se traduit par des vues qu'on a mis en place entre les 2 dataware pour pouvoir faire en sorte que les usages puissent utiliser les données des 2 mondes et qu'il n'y ait pas de coupure de service et de rupture. Et enfin, à l'avenir, l'objectif est que seulement le nouveau dataware qu'on a construit subsiste et que ce soit lui qui prenne la place et que les usages n'utilisent que celui-là. Bon, maintenant, on a vu qu'est-ce qu'on devait faire sur le dataware, comment on le faisait, et il reste à réfléchir sur les usages, comment on migre les usages, tous les usages existants Floa. Tout d'abord, pareil, il a fallu lister l'ensemble des usages. On l'a de nouveau fait par typologie de produits Floa. Donc, tout d'abord, FloaP. Comme le dataware était plutôt propre, plutôt mature, on peut voir que l'ensemble des usages identifiés étaient à migrer. Et il a fallu faire un travail de priorisation des usages pour savoir lesquels devaient être migrés absolument avant la bascule et lesquels pourraient être migrés après la bascule. Côté FloaBank, comme le dataware était un peu inexistant et les usages utilisaient principalement de l'ODS, on peut voir que ça se retrouve aussi au niveau des usages. Donc les usages n'étaient pas forcément rationalisés, donc il a fallu faire un gros travail de rationalisation des usages, rechallenger tous les usages, challenger les métiers sur leurs besoins, donc nettoyer pour enlever les usages qui n'étaient pas forcément utiles. Il y avait aussi également beaucoup d'usages qui faisaient la même chose, donc rationaliser tout ça. Et on peut voir qu'on n'a gardé que 38% des usages, ce qui fait quand même un gros nettoyage à ce niveau-là. Et de nouveau, on a refait le même exercice de priorisation des usages, à savoir ceux qui devaient passer avant la bascule et ceux qu'on pouvait traiter seulement après la bascule. Maintenant que je vous ai présenté tout ce qu'on a dû faire pour la migration, je vais laisser François vous parler de tout ce qu'on a eu l'occasion de faire à côté et toutes les opportunités sur lesquelles on a pu travailler. Merci Pauline. Ah oui, donc effectivement, on vous a présenté les figures imposées. On est plus sur les figures libres. Partant des difficultés qu'on va rencontrer en cette migration, quelles opportunités on a pu identifier? Je vous l'ai dit, le programme il est ambitieux, il y a énormément de dépendance entre les différents chantiers, il y aura des ruptures de charge. On a une équipe externe avec des gens compétents, c'est l'occasion de prendre de la hauteur sur notre existant. Quelque part, de nous faire challenger sur nos process, nos outils, nos méthodes, nos approches, la data quality et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu faire en s'appuyant notamment sur les experts Telio. On est obligé de finaliser le dataware. Et finalement, la migration, c'est l'excuse parfaite pour pouvoir le faire, parce que c'est du back-office data qui intéresse rarement nos utilisateurs. Mais là, on n'a pas le choix. Formidable, on va pouvoir se doter d'un socle de données commun. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Les programmes de migration qui durent,
vous pouvez prendre des imprévus. Bah, là, typiquement, Talend qui multiplie par 3 son coût de licence. Nous, on ne peut pas attendre la fin de la migration pour challenger ça et remplacer Talend. Au final, on doit tout refaire. Et ben finalement, on peut absorber cette difficulté et en profiter pour migrer vers un nouvel outil. Nous, en l'occurrence, c'est Airflow, qui nous permet aujourd'hui de répondre parfaitement à nos enjeux à un coût absolument incomparable, puisque c'est un outil open source. On a une documentation partielle au lancement du projet. On doit tout refaire, on doit redévelopper tous nos flux. Bah, mettons Data Galaxy dans les livrables absolument nécessaires à la MEP des traitements. Et ben aujourd'hui, on couvre 100% de notre scope. Voilà, c'est l'occasion de faire le ménage. Je ne reviens pas, Pauline, tu l'as très bien dit, hein. Je ne sais pas si chez vous, vous avez ces problématiques-là, mais c'est vrai qu'on est un peu tombé de notre chaise quand on a vu qu'on avait près de 60% des traitements qu'on pouvait abandonner. Mais c'est une très bonne chose de pouvoir le faire, et évidemment, il faut le faire maintenant de façon plus régulière. Ça, si c'est une bonne leçon. On ne connaît pas les nouveaux SI. Bah, pourquoi est-ce qu'on ne se doterait pas avec l'IT, finalement, d'un outil de data catalog qui couvre maintenant la donnée à 360, c'est-à-dire pas seulement le décisionnel d'un côté, et finalement toutes les bases de données applicatives ou transactionnelles de l'autre, avoir une vision commune qui nous permettrait aussi, pourquoi pas, de rationaliser la façon dont on stocke les données. Ça, c'est une vraie question et c'est un sujet qu'on a pu aborder avec l'IT. On se rend compte aussi qu'on a une mauvaise qualité de données. Idem, on doit balancer Talend, remplacé par Airflow. On a vu qu'il y avait un outil qui s'appelait Soda qui s'interfaçait très bien avec Airflow pour définir des tests à la volée. Ça a été l'occasion de s'outiller là-dessus. Donc en fait, on a vraiment pu rajouter pas mal de fonctionnalités en plus de ce qu'on avait prévu de faire. Maintenant, on va passer à la conclusion. Pauline, je te laisse peut-être faire d'abord la conclusion pour les équipes Telio et je prendrai le relais. Super. Pour moi, cette migration et ce projet, ça a été l'image qui va bien, c'est essayer de construire sur des sables mouvants. En effet, le système source, il changeait continuellement. Quand on est arrivé, il était au tout début de sa construction et il s'est construit tout au long du projet. Donc, il a fallu qu'on soit vraiment réactif, que toute l'équipe s'adapte et qu'on avance surtout tous ensemble. Et le fait qu'on ait été une équipe externe dédiée à ce projet-là nous a permis de pouvoir nous focus seulement sur la migration et ne pas être parasité par toutes les demandes et tous les sujets que les autres équipes peuvent traiter à côté. François vous en a parlé au début, 1600 demandes par an. Nous, on n'était pas embêtés par ça et on pouvait seulement avancer sur la migration en étant focus et en avançant là-dessus. Ensuite, une autre difficulté a été le décalage successif de la migration. Au début, la migration devait être faite en avril 2024. Au final, elle a eu lieu en octobre 2025, donc 1 an et demi plus tard. Et ce décalage a été successif plusieurs fois, on a décalé. Donc la période de double run s'est prolongée, beaucoup plus que prévu, et il a fallu qu'on soit vraiment réactif. Et pour ça, il a fallu surtout une bonne organisation, une bonne communication entre nous, et surtout avancer de manière progressive, itérative, ne pas avoir peur de faire, défaire, refaire, et surtout ne pas attendre que les données sources soient complètement secs pour pouvoir avancer. Dès qu'on pouvait, on avançait, et c'est pas grave si on repasse dessus plus tard. Un autre facteur clé qui, pour moi, a été capital sur le projet, ça a été le fait d'être piloté par les chefs de projet internes FLOA. Je vous ai dit, ils avaient la connaissance fonctionnelle de l'environnement FLOA, mais aussi la connaissance technique de toute la plateforme Data FLOA, ce qui nous a permis de pouvoir être intégrés très rapidement à l'environnement FLOA et pouvoir connaître tous les enjeux rapidement et avoir une très bonne communication avec les chefs de projet pour qu'ils puissent nous prioriser les sujets, qu'on puisse leur faire les demandes quand on comprend moins un sujet, etc. Mais toutes ces questions techniques et toute la réussite technique du projet, pour moi, une autre réussite, ça a été le ressenti de l'équipe. Toutes les semaines, on avait un point d'équipe pendant lequel on faisait un tour de table et où chaque personne de l'équipe donnait une note entre 0 et 5 sur comment elle se sentait sur le projet. Et on peut voir que la note a été plutôt bonne, elle variait entre 3,5 et 4,5.
Et au début, hein, elle fluctuait un peu, mais à la fin, elle était très bonne. Et surtout en période de migration, donc en octobre, où on pourrait penser que c'est plus stressant parce qu'on ne sait pas si ça va passer ou pas, et on ne sait pas comment ça va réagir exactement. Ben, la note de l'équipe était bonne, les gens se sentaient bien, et pour moi, ça fait aussi la réussite du projet. Et je vais passer la parole à François pour finir de conclure. Merci Pauline. Bon, pour le petit récap, donc on avait la cible initiale, les figures imposées. Finalement, celle qu'on s'est imposée, c'était de garder une équipe motivée, réactive, et avec un état d'esprit positif tout au long du programme. Pauline, tu en as parlé, j'y reviens pas, on y est arrivé, et c'était un vrai plaisir finalement de traverser ces projets qui sont longs et fastidieux, avec une équipe qui était toujours au rendez-vous. On n'a eu aucune rupture de service, ce qui est assez notable sur des programmes de cette envergure. On a évidemment eu des dégradations, mais on a pu les identifier en avance de phase, justement par toutes les communications et les instances qu'on avait mis en place. Du coup, les communiquer au métier, bien les préparer, bien se préparer ensemble, trouver des solutions dégradées quand il le fallait. Euh, Post-bascule, on a très peu d'anomalies. Alors, on a encore les mains dans le cambouis, mais néanmoins, franchement, ça se passe plutôt très bien. Et on a donc évité un effet Big Bang avec souvent des effets indésirables, hein. On vous l'a dit, on a fait quelque chose de très itératif, ce qui a permis finalement d'absorber la complexité sans vraiment de grosses difficultés. Et puis on a eu tout un tas de bonus, donc je vous avais parlé des opportunités. Toutes celles qu'on a pu mettre en œuvre, finalement, elles améliorent le time to market des projets data, on va plus vite. On réduit aussi notre MCO, puisqu'on a déployé considérablement les usages qu'on avait. On réduit les coûts de plateforme, que ce soit par l'abandon de talent ou l'optimisation de requêtes Snowflake qui consomme du coup moins de tokens aussi. On a pu mettre en place des bonnes pratiques partagées, on les connaissait, mais elles n'étaient pas formalisées. Aujourd'hui, que ce soit au niveau des MEP, des code reviews, de la documentation, on a un vrai manifeste, un guide clair du développeur que tout le monde partage aujourd'hui au sein de Floa. On a aussi une culture data qui s'est améliorée. Alors, la culture data, bien sûr, c'est la connaissance de la donnée, la connaissance du métier, ça, c'est clair, ça fait partie de notre ADN. Mais c'est aussi, finalement, l'approche qu'on a défendue tout au long du projet, c'est-à-dire celle de toujours se positionner comme étant des catalyseurs, des facilitateurs, et donc ce souci de, si on peut avancer, c'est une bonne nouvelle, on avance. Et aussi de l'autonomisation. On voit bien que les équipes data sont plus autonomes parce que tout est mieux documenté, les flux sont plus clairs, les datawares sont à disposition. Mais on a aussi nos métiers qui gagnent en autonomie, puisque aujourd'hui, les données étant mieux maîtrisées, ils sont plus à même de créer eux-mêmes leurs rapports dans Tableau, par exemple, et donc, évidemment, ils sont satisfaits et nous, on a un peu moins de demandes. Alors évidemment, on n'a pas pu tout faire, et après, c'est quoi la suite? L'enjeu dont je vous parlais, de se doter d'une watchtower gouvernance pour l'ensemble des données, c'est toujours en cours, mais c'est un enjeu majeur sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, et on va avoir des synergies à trouver avec l'IT là-dessus, Floa. Et on va aussi pouvoir profiter de tout ce travail qu'on a fait, qui nous permet d'avoir une couche sémantique plutôt avancée maintenant chez Floa et un bon niveau d'autonomie pour déployer des solutions d'IA agentique sur 2026. Donc là, c'est en cours. Et ça va être clairement notre enjeu majeur de mai. Voilà, merci à tous. Merci François, merci Pauline, merci beaucoup pour cette présentation, c'était très clair. Projet ambitieux, une approche très agile, pas avoir peur de casser pour reconstruire, toujours aller chercher des opportunités qui sont génératrices de valeur supplémentaires. Donc, c'était très, très clair. Il nous reste une petite minute pour les questions, mais j'ai vu qu'il n'y en avait pas dans le chat. Donc, il est 59. Il y en a une? OK. Alors, je ne la vois pas. Toute la conversation. Mais je suis sur le Q&A. Donc on a une question de Nicolas OK. sur les personnes. Je ne sais pas si tu veux la lire ou. Non, je la vois pas, tu peux y aller. Je la vois pas. Ok, donc merci pour cette présentation. J'aime votre approche forward. Cependant, dans mon expérience, les projets de migration technique sont souvent mal perçus par les utilisateurs car ils n'en perçoivent pas les bénéfices à moyen terme. Ça, c'est tout à fait vrai. Comment avez-vous pu ménager le métier et leurs demandes pendant des périodes de changement d'aussi grande ampleur, data et SI au sens large, pour favoriser la migration? Donc ça, c'est absolument vrai. Le piège initial de toutes ces migrations-là, c'est qu'on les présente toujours, et notamment les directions de programme, comme étant des projets IT. Donc évidemment, quand vous présentez un projet comme étant un projet IT, les métiers se disent c'est du back-office, moi je ne suis pas concerné.
Donc le premier travail qu'on a fait, et on a réagi tout de suite, en tout cas le DSI et moi-même au niveau de mon rôle de directeur de programme sur la migration, ça a été d'aller voir notre DG, de dire on doit changer cette terminologie, on n'est pas sur un projet de migration IT, on est sur un projet de mutation de l'entreprise qui concerne l'ensemble des métiers. Une fois qu'on l'a dit, c'est très bien, mais il faut quand même le concrétiser. Bah, l'idée, ça a été d'identifier pour chaque chef de projet IT, sur chacune des briques de la migration, on l'a adossé à un proxy métier. Donc, ils ont été dès le début impliqués et ils se sont rendus compte de l'énormité du programme et de tout ce que ça impliquait pour les équipes et les fonctions support. Donc finalement, en rajoutant derrière une communication en flux tendu, Pauline parlait de nos CP orientés métier, ils comprennent les difficultés, ils comprennent notre CAPA qui est dégradé, et eux-mêmes sont aussi impactés dans leur quotidien. Donc finalement, ça s'est fait, je dirais, avec parfois de la frustration, avec parfois de l'inquiétude, mais finalement avec une collégialité et une collaboration qu'on a su conserver. Donc oui, des difficultés partagées, mais un niveau d'échange et une qualité d'échange finalement que je trouve qu'on avait moins avant le programme. Donc voilà, je pense que dès le lancement, veiller à ce que le projet soit bien identifié comme étant pas seulement un projet IT, et ensuite impliquer les métiers concrètement dans les différentes cellules qui travaillent sur le programme. Top, parfait. Et on est arrivé au bout de ce webinaire. Je pense qu'il est temps de conclure. Merci François, merci Pauline pour cette présentation, c'était vraiment très clair. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Le webinaire a été enregistré, donc on vous le partagera prochainement et vous pourrez, pourquoi pas, le faire suivre aussi si vous pensez que ça vaut le coup, ou l'offrir à Noël, ça peut être une option, c'est la période. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se tient à votre disposition, vous pouvez me contacter directement. Et puis je vous souhaite un bon déjeuner à tous, à toutes, et puis une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir, bonne journée. Merci à tous, au revoir. Salut.